Plus de 700 personnalités, parmi lesquelles notamment les chefs des institutions de la République, des députés, des sénateurs et des représentants de partis et regroupements politiques, tous membres de l'Union sacrée de la Nation, se sont retrouvés au chapiteau de la Cité de l'Union africaine ce samedi 22 février 2025 pour entendre le message du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la Nation, face à la situation de la guerre d'agression du Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tout a commencé par la prière et une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de la guerre d'agression dans l'est du pays, à laquelle le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, André Mbata, a convié l'assistance. Dans son adresse, le président de la République, haute autorité de l'Union sacrée de la Nation, en a appelé à la prise de conscience collective face à la guerre d'agression, à ne pas être distrait par des querelles intestines. L'ennemi est debout, l'ennemi est actif. L'ennemi, ce n'est pas seulement celui que vous voyez. D'ailleurs, ce que vous voyez n'est que de l'agitation. On a pris quelques esprits faibles de nos compatriotes et on les a placés devant pour donner une illusion de quelque chose. Mais je peux vous dire ici que cette illusion ne restera qu'illusion. Elle ne se transformera pas en réalité. Parce que nous n'allons pas perdre ce combat. Je l'ai dit depuis le début, croyez-moi, je le maintiens. Le président de la République a lancé un vibrant appel à l'unité nationale. Nous appartenons tous à notre pays, la République démocratique du Congo, a dit le chef de l'État. Et de poursuivre, la RDC mène le combat sur plusieurs fronts diplomatique, militaire et politique. Sur le plan diplomatique, la RDC enregistre des victoires. L'on doit continuer à fournir des efforts, à rester vigilant et actif, a dit le président de la République. Sur le plan militaire, le chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police, a rendu hommage aux forces armées loyalistes. Il a réitéré sa détermination de monter une armée d'élite et d'assurer la prise en charge des hommes des troupes. Enfin, sur le plan politique, le président de la République a déploré le silence de la classe politique congolaise face à l'agression de la RDC. Parlant du dialogue, le président de la République a indiqué qu'il a toujours tendu la main pour un dialogue constructif, un dialogue de responsables permettant le développement de la RDC, mais pas un dialogue avec des pantins. Le chef de l'État a salué la prise de position actuelle de la communauté internationale face à l'agression du Rwanda. Il a aussi vivement condamné les attaques des ambassades lors des manifestations de la population. La RDC peut compter sur l'appui diplomatique du Royaume-Uni engagé en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité du pays. Londres réaffirme son soutien à travers la visite du ministre britannique des Affaires étrangères. Il a été reçu en audience par le chef de l'État, Giscard Koussema. Conduite par le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, la délégation du Royaume-Uni est venue exprimer de vive voix au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout le soutien diplomatique que ce pays apporte à la République démocratique du Congo en ce moment où sa souveraineté et son intégrité territoriale sont mises à mal par les Rwandais. Depuis l'invasion de Goma par les forces coalisées RDF M23, le Royaume-Uni est parmi les premiers pays qui ont clairement condamné cette occupation illégale et sa position est restée constante. Dans toutes ses prises de position publiques et dans différents échanges téléphoniques, la monarchie britannique continue de faire valoir le principe de l'intangibilité des frontières et ne cesse d'appeler au retrait pur et simple des troupes rwandaises du territoire congolais. Pendant près de 2 heures, le président de la République démocratique du Congo et les chefs de la diplomatie britannique ont passé en revue la situation sécuritaire et humanitaire dramatique dans les nord et sud Kivu.
M. David Lamy a réitéré la position ferme de son pays et s'est dit prêt à appuyer sur tous les leviers diplomatiques en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour veiller à l'application effective des engagements pris par toutes les parties au dernier sommet de Dar es Salaam. En cas de non-respect, le Royaume-Uni n'exclut pas d'aller jusqu'aux sanctions contre les agresseurs. Devant les conseils de sécurité au G20 ou encore au sein du groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, le Royaume-Uni a choisi de rester aux côtés de la République démocratique du Congo et de son peuple. Pour lui, l'intégrité et la souveraineté de la RDC doivent être sauvegardées. Pour sa part, le président de la République a remercié son interlocuteur pour les plaidoyers en faveur du respect de la Charte des Nations Unies. Le président Tshisekedi a fait savoir que son pays, la RDC, a toujours privilégié la voie diplomatique pour une paix durable. C'est pourquoi il reste favorable à une résolution du conflit par le dialogue dans le seul cadre du processus de Luanda et de Nairobi mixé. Devant les drames humanitaires et en réponse à la sollicitation du président de la République, le Royaume-Uni a promis une aide substantielle aux populations meurtries et contraintes à l'errance par les forces d'occupation. Les Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution condamnant l'agression de la RDC par le Rwanda. Cette résolution exige l'arrêt immédiat de l'offensive du groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda ainsi que le retrait sans délai des troupes rwandaises du territoire congolais. Images et commentaires. L'étau se resserre autour du Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo, avec cette énième victoire diplomatique de la RDC. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté vendredi 20 février 2024 la résolution 2773 qui exige le retrait sans délai des troupes rwandaises de la RDC, l'arrêt immédiat des hostilités et la reprise du dialogue dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Cette semaine, nous avons décrété des sanctions contre James Kabarebe, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 AFC. Nous appuyons les processus pilotés par l'Union africaine ou par l'Afrique afin de régler la crise dans l'est de la RDC, car les acteurs africains ont tout intérêt à éviter un embrasement de la région des Grands Lacs. Toutefois, ces processus ne doivent pas empêcher une riposte robuste et rapide du Conseil de sécurité. Nous devons nous exprimer et agir. Par ces votes, le Rwanda se retrouve isolé diplomatiquement au regard de pays autrefois considérés comme amis, mais aujourd'hui ont voté pour cette résolution. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises. Les observateurs avisés voudraient voir plus de sanctions être prises contre le Rwanda et ses supplétifs du M23. C'était là un reportage signé Oscar Mbalkaïch. Un lot important de vivres comprenant de l'eau minérale, du jus et des boîtes de conserve a été remis au ministère de la Défense. Ces dons de la société Varun Beverage est destiné aux vaillants militaires des FARDC engagés dans les combats à l'est de la République démocratique du Congo pour le retour de la paix. Emendaya, Bijou et Kamba, reportage. Des dons en nature au profit des FARDC, l'élan patriotique ne faiblit pas, bien au contraire prend une flèche ascendante. Varun Beverage RDC, géant dans l'industrie brassicole, apporte ce produit de qualité pour approvisionner nos vaillants militaires au front face à l'ennemi rwandais. Le directeur de Varun Beverage RDC, M. Albert Mbala, donne le sens de cet acte patriotique. La raison pour laquelle on est là aujourd'hui chez les militaires, c'est pour répondre à l'appel du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, du 31 janvier, où il a demandé à tous les citoyens, à toutes les compagnies privées publiques de contribuer à l'effort de guerre.
Pepsi RDC, en compagnie citoyenne, ne pouvait pas rester sourd à l'appel du chef de l'État. C'est pour ça que nous sommes venus apporter notre contribution à nos vaillants soldats qui se battent à l'Est pour la liberté de notre pays. L'appel a été lancé aux autres industriels de faire de même pour cimenter l'unité nationale pendant cette période cruciale de l'histoire de la République démocratique du Congo. J'encourage toutes les compagnies, toutes les sociétés, tous les privés, tous les citoyens congolais, quelle que soit votre contribution, c'est notre pays, c'est notre liberté, c'est notre avenir. Contribuer à l'effort de guerre. Soutenons notre chef de l'État, soutenons nos forces armées, nos frères Ouazalendo qui se battent, qui sacrifient leur vie, qui ont laissé leur famille pour protéger notre pays. On en est à un premier geste et non les derniers. Varun Beverage RDC et sa prestigieuse produit Pepsi comptent poser d'autres actions pour participer à l'effort commun. Vous le savez, plusieurs initiatives ont été mises en place pour soutenir les victimes des conflits en RDC. Une collecte de fonds a été organisée pour soutenir les forces armées de la RDC, une initiative du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Reportage. Placé sous les thèmes « Il n'y a que Dieu qui peut le faire », les cultes d'action de grâce et des prières organisés par l'Église du Christ au Congo ECC en sigle pour le retour de la paix en RDC s'est tenu ce samedi 22 février 2025 à Lubumbashi, au sein de la paroisse Jérusalem de la 29e communauté méthodiste. L'événement a rassemblé plusieurs personnalités de premier plan, notamment l'honorable Kabo Momba Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ainsi que Basile Mouleba, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Étaient également présents des honorables députés, des ministres provinciaux, des bourgmestres et conseillers communaux, ainsi que des cadres de l'UDPS et alliés, témoignant ainsi de l'engagement collectif en faveur de la paix et de la stabilité nationale. S'appuyant sur le passage des nombres 17, du 1er au 13e verset, Monseigneur Kapian Toumba a exhorté les fidèles à reconnaître et à respecter l'autorité établie, rappelant que toute autorité vient de Dieu. Profitant de cette occasion, le président provincial de l'ECC a présenté l'honorable Kabo Momba Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, et a invité l'Assemblée à prier pour ses fervents chrétiens afin qu'ils puissent mener à bien ses missions à la tête de la première institution politique en province. Dans la même dynamique, l'honorable Kabo Momba Michel a pris la parole pour exprimer son besoin de soutien spirituel. Nous avons besoin de vous, parce que même dans la Bible, à l'époque de tous les rois qui ont vu en Israël, sans regarder le politique avec les problèmes, il est beau, c'est vous le. Dans un élan de communion et de solidarité, une série de prières a été consacrée aux autorités nationales, notamment au président de la République, aux forces armées et aux résistants Ouazalendo, avec l'espoir d'un retour rapide de la paix dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. C'est dans une atmosphère empreinte de ferveur et d'espérance que ces cultes d'action de grâce et de prière s'est clôturé, laissant place à un engagement renouvelé en faveur de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais et la MONUSCO réfléchissent au rapatriement des militaires des FARDC. Pendant ces temps, la campagne d'enrôlement massif des jeunes dans l'armée se poursuit. Sur le terrain, les FARDC et l'UPDF décident de maintenir la pression sur les ADF en Ituri et au Nord Kivu. Les résumés de ces faits marquants et bien plus encore dans une sélection de Mami Kadima. La situation dans l'Est est toujours et encore préoccupante au cours de la semaine qui s'achève. Carnage à Goma. Les bilans ne fait que s'alourdir selon les porte-paroles du gouvernement. 5000 corps ont déjà été enterrés et certaines rues étaient transformées en cimetières. Des chiffres provenant des structures des soins de santé sans compter ceux des avenues et rues. Face au Rwanda, les États-Unis d'Amérique haussent le ton et appellent les conseils de sécurité à agir. En effet, Washington a rappelé que Rwanda a envahi la RDC et aide les M23 à conquérir des territoires congolais. Des sanctions tombent déjà. James Kabarebe, ministre d'État rwandais d'intégration régionale, pour son rôle dans les conflits en République démocratique du Congo. Autre personnalité sanctionnée par les USA, Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23.
En semaine, le gouvernement congolais et la MONUSCO ont réfléchi sur les rapatriements des militaires et autres. Le respect du droit international humanitaire est requis pour rapatrier les personnels politiques et militaires bloqués dans la zone envahie par l'armée rwandaise et terroriste M23. Comment faire comprendre à la jeunesse congolaise l'histoire de la guerre de l'Est? La première ministre Judith Suminwa a réuni quelques membres sectoriels du gouvernement. Objectif, mettre en place des mécanismes pour apprendre aux jeunes les origines et les enjeux de ces conflits, afin de contrer la désinformation et de forger une nouvelle génération de défenseurs de la patrie. La guerre et ses conséquences. Les territoires des Massissi et des Kaélé déclarés zone rouge. En semaine, le ministre des Mines a présenté les mesures prises par le gouvernement pour stopper l'exploitation illicite de minerais dans les zones touchées par le conflit. C'était au cours d'un briefing co-animé avec le porte-parole du gouvernement. Autre actualité de la semaine, c'est le lancement officiel de la campagne d'enrôlement massif des forces des armées de la RDC au Kasaï oriental. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a encouragé les jeunes à intégrer l'armée pour faire face à l'agression rwandaise. Son souhait est d'atteindre un minimum de 10 000 nouvelles recrues dans les 3e semaines à venir. Il n'a pas manqué de remercier les 4 000 volontaires déjà présents à Chikapa. La campagne s'est poursuivie au Sankuru où il a sensibilisé les jeunes à intégrer l'armée pour défendre la patrie. Dans les Hauts-Ouélé, c'est le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba qui a sensibilisé et a appelé les jeunes à intégrer l'armée congolaise. Objectif, contrer les Rwandais, pays agresseurs, et ses supplétifs M23. Entre-temps, en début de semaine, une délégation de l'armée ougandaise a rencontré les gouverneurs militaires d'Elituri ainsi que d'autres autorités provinciales. Au menu, les opérations conjointes entre les FARDC et les UPDF. Objectif, restaurer un climat de paix et la sécurité durable pour la population d'Elituri, victime de l'insécurité. En religion, une délégation des chefs des confessions religieuses conduite par l'archevêque Ejibaya Mampia, chef Fayulu, leader de l'Essidé et Lamouka. Objectif, échanger sur comment fédérer toutes les forces sociales et politiques au nom de l'unité pour sauver la patrie en danger. À Kinshasa, il y a eu clôture cette semaine de la formation des OPJ rattachés au commissariat et sous-commissariat de Kimbanseke. Ces OPJ ont prêté serment après 3 semaines de formation. Et pour terminer cette rétrospective, le ministère des Pétentique, à travers la commission permanente de suivi des victimes des vols des appareils mobiles et la police judiciaire ont remis une 30aine de téléphones volés aux propriétaires. Le 11 février dernier, le monde a célébré la Journée internationale des femmes et des filles des sciences sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». À cette occasion, nos reporters se sont intéressés à une révolution majeure, l'évolution technologique à travers l'intelligence artificielle. Un focus signé Bobette Ngalisamba. Avec l'évolution rapide de la technologie, plusieurs opportunités s'offrent dans divers domaines de la vie humaine, à l'instar de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un processus d'imitation de l'intelligence humaine, n'est-ce pas, à travers des algorithmes. Et généralement, c'est utilisé dans les systèmes d'informatique dynamique. Cette technologie révolutionnaire ouvre aux étudiants et aux professionnels de nouveaux horizons avec une touche toute particulière, selon les experts numériques. L'intelligence artificielle est utilisée dans plusieurs domaines. S'il faut illustrer, je peux parler de ce qu'on appelle la domatique, les maisons connectées. Donc on peut faire des commandes par reconnaissance vocale, mais il existe également des petites applications de l'intelligence artificielle qu'on peut utiliser grâce à nos téléphones. C'est ce qu'on appelle des chatbots, des robots que l'on peut consulter pour nous donner des informations
que l'on pouvait raisonner par nous-mêmes. De leur côté, les apprenants sont fascinés par toutes les découvertes à leur portée. Sur un certain contexte, c'est vraiment bien. Pourquoi? Parce que ça nous aide premièrement à gagner du temps. Dans le monde professionnel, il faut satisfaire les clients pendant des temps. Ce que j'aime avec, c'est beaucoup plus l'originalité des images en fait. Dès que je génère une image, c'est un peu difficile de trouver ça chez une autre personne parce que même si la personne envoie les mêmes requêtes, c'est vraiment compliqué qu'on puisse avoir les mêmes images des personnes. L'intelligence artificielle pour moi c'est une source d'inspiration à 20%. Et voici quelques démonstrations de l'intelligence artificielle. À travers cette application, je peux lui demander quelque chose. Ça peut être un cours de la communication visuelle. Je lance les messages et en quelques clics, le robot est en train de m'écrire mon cours. Vous avez là les sujets que l'on peut aborder, les principes de design, tout ce qui est vraiment lié à la communication visuelle. Dans le monde professionnel, personne ne peut se passer de l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, journalistes, médecins, architectes, artistes, tous recourent à l'outil devenu indispensable à leurs activités professionnelles. Premièrement, le métier du journaliste consiste à collecter, à traiter et à diffuser l'information. Et je pense que dans tous ces processus, l'intelligence artificielle peut nous être utile. Qu'on soit dans le média traditionnel ou dans le média numérique, il faut impérativement penser à l'intégration de l'outil que nous appelons l'intelligence artificielle. Dans le domaine médical, déjà, l'intelligence artificielle existe aussi des scanners IRM qui nous proposent des traitements, qui nous dit exactement de quoi on souffre et ça nous dit même le nombre de jours qui nous restent. Au-delà de l'intelligence artificielle, les meilleurs concepts créatifs, c'est l'humain qui invente. Qu'on le veuille ou pas, l'intelligence artificielle est là. Nous vivons avec et soyons maintenant des dirigeants. Ne nous laissons pas diriger. C'est la seule bonne chose. De tout ce qui précède, il n'est plus à démontrer que l'intelligence artificielle transforme des vies de ses utilisateurs, étudiants comme professionnels. Elle offre plusieurs avantages, notamment dans l'efficacité et le choix de prise de décision. Cependant, la vigilance est de mise pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans le respect strict de l'éthique de cette technologie en vue de booster l'éducation et les métiers. Dans l'est de la RDC, les conflits armés plongent des milliers d'enfants dans une situation alarmante entre déplacements forcés, enrôlement dans les groupes armés, violence et privation d'éducation. Leur avenir est gravement compromis. Un dossier de Malumbela, Bobette Yenga et Jean-Louis Ilunga. Selon l'UNICEF, 330 000 enfants de plus sont déscolarisés et 2500 écoles disséminées dans le nord-sud du Kivu ont mis la clé sous les paillassons. Des chiffres non seulement alarmants, mais aussi inquiétants, preuve de la dégradation avérée du système éducatif dans les zones de conflit. La situation est catastrophique pour ces enfants. C'est l'éducation et tout l'accompagnement qu'elle offre qui permet aux enfants de retrouver un semblant de vie normale, de se reconstruire et d'envisager l'avenir après ce conflit. Les affres de cette guerre d'agression rwandaise ont même contraint 2,6 millions d'enfants à fuir leur foyer. Certains ont leurs géniteurs et sont dépourvus de tout, sans espoir d'un lendemain certain. Les parents s'inquiètent. Le départ des enfants à l'école, c'est quelque chose à quoi nous attendions. Et nous ne pouvons qu'être contents en tant que parents que les enfants aient à l'école, parce que le fait qu'ils soient à la maison, c'est pas quelque chose de bien. Vu la situation actuelle ici à l'Est, il s'est fait que les banques soient fermées, les activités n'ont pas repris normalement. Il y a le business, la plupart des parents sont commerçants, la plupart des parents sont travailleurs. Je suis mère de 6 enfants. Et tous sont scolarisés. Par rapport à la décision prise par le ministère national de l'Éducation pour la reprise des cours dès ce lundi, en tout cas je suis enthousiaste. Je suis vraiment contente
de voir que les enfants vont désormais reprendre le chemin de l'école. C'est vraiment une bonne décision car malgré la situation humanitaire et sécuritaire, les droits des enfants ne devraient pas être bafoués. Cette situation préoccupe aussi l'Association nationale des parents d'élèves du Congo. Son président, Diatezoa, décrit la situation des enfants. Les parents, leurs enfants qui sont les élèves, les étudiants et les membres de leur famille sont les plus grandes victimes de cette guerre d'agression du Rwanda où sans pitié, sans état d'âme, ils sont tués, massacrés, génocidés par le président Kagame. Il y a un semblant de reprise des cours, mais les cours n'ont pas véritablement repris. Pourquoi? Parce que les parents n'envoient pas les enfants à l'école, parce que les conditions ne sont pas réunies. Et beaucoup d'écoles sont devenues des sites d'accueil des familles. Pour le gouvernement de la République, l'éducation demeure une priorité de la décision de la reprise des cours dans les parties occupées. Malheureusement, les séquelles de la guerre sont difficiles à surmonter et leurs conséquences vont au-delà de l'aptitude cognitive des enfants de tout âge. À ce niveau, l'aspect psychologique doit être pris en compte. Il faut qu'il y ait des reprises de travail avec les enseignants qui, eux, déjà aussi, n'ont pas l'air moral aux zéniths. Il faut les préparer psychologiquement par rapport au contexte de l'environnement. Il faut aussi avoir des séances de travail psychologique, de remise de l'esprit de ces enfants-là pour le préparer d'affronter une autre réalité. Cette fois-ci, ils vont suivre, n'est-ce pas, des enseignements dans un contexte d'occupation étrangère, ce qui n'est pas toujours facile pour ces enfants-là. Il faut qu'il y ait des équipes qui doivent être mises en place, composées des psychologues, associer nos amis qui ont fait la communication sociale et aussi quelques anthropologues qui puissent aller échanger avec les enfants, constituer une base de soutien. En période de crise, l'école joue un rôle fondamental pour maintenir une certaine stabilité et fournir un espace sécurisé qui protège les enfants d'éventuels prédateurs et de recrutement par des groupes armés ou de violences sexuelles. Au regard des conséquences, l'école peut permettre d'extirper le traumatisme que suscite la guerre de l'échec des enfants. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, l'éducation patriotique apparaît comme un levier essentiel pour forger une conscience nationale forte. Comment inculquer aux jeunes générations l'amour de la patrie? Cette chronique explore les enjeux et les stratégies d'une éducation patriotique adaptée aux réalités congolaises. La chronique du journal avec Patrick Mokoyi et Eurydice Kitutu. Certains compatriotes l'ont prédit, pendant que d'autres l'ont ignoré. Mais devant les faits, tous sont désormais convaincus qu'ils ne font pas face à une simple guerre d'agression, mais plutôt à une véritable lutte pour leur existence. Aux côtés de l'appétit du Rwanda et sa bande pour les minerais stratégiques congolais, le projet de la balkanisation de la République démocratique du Congo par le dépeuplement et le repeuplement des territoires visés est maintenant plus clair qu'avant. La stratégie consiste aussi à vulgariser une histoire falsifiée des frontières des peuples et des langues pour justifier l'occupation. La jeune génération qui constitue le maillon faible dans la connaissance des faits historiques est plus que jamais dans les viseurs de l'agresseur. Il est donc crucial que l'enfant congolais imprime dans sa mémoire que Goma, Masisi, Rutshuru, Bukavu, comme toutes les parties du pays actuellement occupées par l'ennemi rwandais sont siennes et que personne n'a le droit de les lui ravir. Pourquoi ne pas faire alors de cet argument patriote tout un contenu pour un nouveau programme scolaire dont l'objectif de former nos enfants à mieux connaître la vraie histoire de leur pays, à l'aimer et à le défendre?
Il est plus que temps pour la RDC de penser à la formation de ces combattants du futur, ceux qui n'auront pas de prix pour vendre leur territoire, ceux qui combattront la traîtrise, refusant la corruption, ceux qui vont faire de la défense de la patrie l'objet principal de leur lutte, car les vrais soldats, dit-on, sont ceux qui combattent avec le cœur.